C'est Oussama Ammar qui est avec nous. Bonjour Oussama. Bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer, cofondateur de The Family, un incubateur de start-up avec Alice Zaguri et Nicolas Collin. Oussama Ammar, pourquoi est-ce que vous avez deux chaussures de couleurs différentes et que la mode n'est pas propagée? Justement, c'est mon grand malheur. J'ai essayé de lancer une mode, Ouais. mais ça n'a jamais marché. Et donc, Et pourquoi je sais pas. Et donc, je porte deux couleurs de chaussures différentes pour me rappeler que la plupart des startups échouent. C'est ça aussi, la morale de l'histoire. Exactement. Mais en tout cas, vous êtes fidèle à votre réputation. Comment est-ce que vous avez rencontré la Silicon Valley à 12 ans? À 12 ans, ah non, oui, c'est une façon lointaine de voir ça. J'ai gagné un ordinateur à un concours de maths. Et en fait, les gens qui organisaient ce concours étaient assez militants. Et donc, l'ordinateur m'a été fourni en pièces détachées. C'était le Maco ordinateur. Ouais, c'est ça. Donc, c'était des gens logiciels libres, Linux, etc. Et donc, moi, comme j'avais 12 ans et que j'avais envie de jouer à des jeux vidéo, il a fallu que je monte l'ordinateur et que je l'installe. Et sur Linux, à l'époque, pour jouer à un jeu vidéo, il faut apprendre à compiler, il faut apprendre à programmer. Et voilà, comme Obélix, je suis tombé dedans, quoi. C'est Et depuis, je suis jamais sorti. Voilà, vous avez fondé votre première société qui s'appelait Secaloc. Ouais, alors, c'est plutôt à 15 ans, ça. Mais effectivement, j'ai commencé, en fait, à vendre des sites internet à des gens. C'était une façon assez simple de faire de l'argent à l'époque. Surtout que des gens qui savaient faire des sites internet en 96, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus sympa de faire travailler les gens et de leur faire des sites internet que les faire moi-même. Et donc j'ai commencé à avoir des freelances à l'époque sur IRC et ICQ. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent de ce qu'est ICQ, mais sur ICQ, j'avais des gens. Quoi, c'était le Messenger de l'époque. C'était C'était le tatou avant le tatou. C'était le tatou avant le tatou. Ça faisait des petits bruits très bizarres quand tu parlais. Et en fait, j'avais plein de freelances qui faisaient des sites internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat. Ce qui est marrant, c'est que il m'a fallu des années pour comprendre que j'étais entrepreneur. Moi, je fais ça pour gagner ma vie assez naturellement. Puis des années après, les gens m'ont dit « Ah, mais c'est fou, t'as créé ta première boîte à 15 ans. » Je dis « Ah bon, j'ai fait ça, moi. » C'est vrai, j'ai fait. Ouais. Mais c'est une vision très romantique et très storytellée de voir la chose, quoi. Alors, vous avez préfacé le livre de la jungle, les secrets des meilleures startups pour prendre en main ta carrière. C'est chez Dunod. Il y a une punchline qui dit les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Je ne sais pas combien d'heures d'histoires vous avez racontées. Et le pire, c'est que vous continuez à en raconter et que ça ne s'arrête jamais. Non. D'où ça vient, cette envie chez vous de raconter des histoires? Je sais pas, surtout que quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que la première fois que j'ai donné une conférence, moi, je suis tombé dans les pommes. Tellement j'étais timide. Histoire vraie. Hein. Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans. Et littéralement, je suis monté sur scène, j'avais la lumière dans les yeux, j'ai commencé à avoir flou. Et le seul souvenir que j'ai, c'est de me réveiller à l'hôpital avec un max à oxygène. Avec le mec me dit, écoutez, vous avez peut-être fait une embolie pulmonaire ou vous êtes vraiment très timide. Donc dans le doute, bougez pas. Et en fait, non, j'étais juste très timide. Mais en fait, souvent... Et après, c'est revenu cette angoisse où vous en étiez débarrassé? J'ai mis 2 ans à recommencer à essayer de remonter sur scène. C'était un peu moins dur. Puis je me suis dit, si c'est un peu moins dur, ça va être moins dur à chaque fois. Et puis à force de le faire et de le faire et de le faire, ça finit par devenir naturel. Et puis la deuxième chose, c'est que la source d'inspiration de toutes mes histoires, c'est les gens que je rencontre. Derrière toutes les histoires que je raconte, c'est une histoire qu'on m'a racontée en fait, que quelqu'un a vécu. Et je pense que je suis suffisamment empathique pour vivre émotionnellement les histoires qu'on me raconte et les redonner en fait. Je pense que c'est ça un bon conteur, c'est quelqu'un qui s'approprie l'histoire des gens, qui la transforme pour la rendre intelligible et qui en fait un élément de pédagogie. Et une bonne histoire, c'est quelque chose qui va au niveau émotionnel des gens. C'est pas juste l'intellect. La différence entre un cours où vous apprenez quelque chose factuellement et une histoire, c'est que l'histoire, ça va vous toucher au cœur. Et le chemin entre le cœur et le cerveau est plus rapide qu'entre le cerveau et le cœur. Il faut que ce soit dans les 5 premières minutes. Oui, alors il faut capter l'attention tout de suite. Mais tout était... Ce qu'on appelle tuer le chat. Ouais, tout était... C'est dans la partie storytelling. Ouais. Tout était dans la structure narrative des contes qu'on apprend quand on est collège. Situation initiale, élément déclencheur, solution et conclusion. C'est la meilleure structure de pitch ever, en fait. Les contes, ça fait des milliers d'années qu'on raconte des contes, c'est pas pour rien. Bien. En tout cas, je peux vous dire qu'on vient un moment, on va essayer de l'apprécier autant qu'on l'a imaginé, et voilà, parce que c'est vrai, entre le moment où vous imaginez les gens et les moments et le moment où vous les vivez, ça dure 1 heure. Donc on va essayer de l'apprécier comme on l'a imaginé. Super, avec plaisir.
Alors moi, je suis un grand fan de livres et j'aime bien faire des parallèles entre les livres. Et j'explique souvent aux gens que le livre de la jungle, l'Iliade et l'Odyssée, tout ça, c'est des livres de développement personnel. Si tu les lis en macro comme ça, tu peux voir plein de... C'est des romans initiatiques en fait. Et donc j'ai trouvé ça super comme idée, le livre de la jungle. C'est quoi l'idée derrière en fait? La jungle, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat? C'est une espèce de Bible? Comment un petit peu... Alors, l'idée à la base, c'est que ce livre est parti d'une culpabilité. Ok. Cette culpabilité, c'est que après 4 ans à The Family, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et je me suis rendu compte que le storytelling qu'on avait créé autour des entrepreneurs, et qui est un storytelling nécessaire, l'entrepreneur, ce héros, le héros, c'est vraiment mi-dieu, mi-humain, avait eu comme effet dans un pays comme la France de mettre tous ses employés dans une sorte de complexe de moi je suis pas un héros. Or les demi-dieux, ils ont des armées aussi légendaires qu'eux-mêmes. Il faut que les gens qui soient derrière ces gens qui prennent l'exposition se sentent eux aussi héroïques. Et donc on a créé une institution qui s'appelle Lyon, qui est une école qui forme les employés de start-up et qui les fait passer derrière le rideau en leur expliquant que le storytelling qu'on raconte sur les entrepreneurs est nécessaire au public, mais qu'eux, ils doivent être au-delà du miroir et savoir la vérité derrière ces histoires. Parce que sinon, ils ne peuvent pas concrètement aider les entrepreneurs. Et le livre de la jungle, c'est le résumé de tout ce savoir qu'on donne le samedi à Lyon et qui a pour objectif de former les employés et leur donner un boost de confiance et de carrière. Alors effectivement, ça a le format des livres initiatiques. C'est beaucoup de témoignages, c'est beaucoup de cas concrets. Parce qu'encore une fois, le but du jeu, c'est de dire aux gens, si vous avez envie d'aller dans une start-up, il y a des choses formidables dans les start-up, il y a des choses terribles dans les start-up, parce que tout a un prix. C'est pas possible d'être dans un milieu compétitif, enthousiasmant, ambitieux, et derrière de pas travailler dur et de pas être stressé. Bon, voilà le contrat. Vous le prenez, c'est formidable. Vous le prenez pas, vivez votre vie et soyez heureux, trouvez autre chose. Il y a pas un seul contrat dans la vie, quoi. C'est un peu l'extrémistan de Nassim Nicolas Taleb. Il parle d'extrémistan et de médiocristan, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. C'est une bonne référence. Ouais. Moi, je l'aime bien, Taleb, il me fait rire. Il a l'air complètement fou, mais il me fait rire. Mais oui, c'est ça. Les startups sont une minorité qui a vocation à rester une minorité, d'ailleurs. Je pense que le discours politique se trompe un peu là-dessus. Tous entrepreneurs, je pense que les gens se rendent pas compte, si on était tous entrepreneurs, la vie serait invivable. On serait rempli d'égotiques, nombrilistes, qui ne pensent qu'à eux. Mais on a besoin de quelques égoïstes nombrilistiques pour pousser les choses, en fait. Et moi, j'ai bien aimé le format du livre, parce que techniquement, je pense que vous pouvez l'écrire tout seul, le livre de la jungle. On vous met avec une équipe, etc. Et vous parlez pendant une semaine et vous faites le truc. Mais là, j'ai beaucoup aimé, c'est un espèce d'Expandable, pour ceux qui connaissent le film. Mais pour moi, il n'est pas super, donc je préfère, c'est une espèce d'Avengers avec plein de super entrepreneurs. Ouais. Par exemple, il a parlé de la partie copywriting, elle est super bien expliquée. Il explique, voilà, il y a la partie story. Enfin, vraiment, c'est très technique, l'idéation, et chacun est spécialiste. Est-ce qu'il y a une sagesse là aussi de ramener tous ces killers, en fait? C'est le talent de l'écrivain, hein, Younes. Younes est un de nos employés. Alors, petite anecdote marrante. Il a failli être employé chez nous que 24 heures parce que le lendemain de son premier jour de stage, le monsieur a disparu et a donné aucune nouvelle pendant 3 jours. Mais en fait, il était très malade. Et nous, on se disait, mais c'est qui ce branleur qui vient et qui disparaît après un jour? Mais en fait, c'est devenu l'un des meilleurs membres de notre équipe. Il est devenu le numéro 2 de Lyon et c'est lui qui a écrit ça. Et Younes, il a une caractéristique assez marrante, qui est assez folle, c'est qu'il entend une chanson une fois, il sait la faire, quelle que soit la langue. Chanson en coréen, pas de problème, il a fait. Donc il a cette espèce de mémoire. Il a l'oreille universelle. Il a l'oreille universelle et il a une mémoire mais délirante. Il lit un livre, il s'en souvient. Il lit un machin. Donc il a cette espèce de mémoire auditive. Et donc quand on a décidé d'écrire un livre, c'était naturel que Younes le fasse parce que en fait Younes connaissait toutes les histoires, tous les machins. Et en fait il avait assisté à tous les cours de Lyon, où il avait toutes les notes et tout. Il a dit lui on va le prendre pour ça, etc. Et en fait c'est Younes qui a tout écrit. Et il l'envoyait aux gens et les gens disaient mais ça c'est génial, c'est mieux que ce que j'ai dit. Bien sûr que tu peux le publier. Et c'est un vraiment beau travail. C'est un travail que moi j'aurais pas fait, mais c'est un très très beau travail. Younes, c'est l'espèce de disque dur lacis avec le truc orange autour de The Family qu'au-delà. C'est ça, c'est le disque dur interne Younes. Alors il y a plusieurs, moi les gens ils savent, je suis friand de technique. Il y a un truc, j'ai appelé ça le théorème d'Archimède. J'ai appelé ça le théorème d'Archifou.
Vous expliquez qu'il faut 2 fous en fait. L'entrepreneur qui est fou, mais le mec qui travaille pour l'entrepreneur, et on ne sait pas lequel qui est le plus fou que l'autre en fait. Ouais, alors, je pense que on a des croyances. Alors, la France est un pays, on aime bien dire qu'on est une nation cartésienne, Descartes, etc. Bon, pauvre Descartes, je sais pas s'il avait très envie de cet héritage. Il se retournerait dans sa tombe, d'être le responsable de la névrose collective d'un pays, je sais pas trop, mais en tout cas, l'une des passions de la France, c'est ce goût pour la rationalité et cette espèce de mise sur un piédestal, le fait d'être rationnel. Or, quand vous regardez un peu la réalité, vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses émotionnelles, irrationnelles, qui produisent des choses extraordinaires. Je veux dire, les gens... je lisais récemment un livre sur la conquête spatiale. Les mecs qui ont été sur la Lune en premier, c'était des fous. Enfin, ça n'avait rien de rationnel d'aller sur la Lune. Et en fait, on cultive pas assez cette folie. Et on s'est rendu compte, en fait, que un des effets de The Family, qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'on avait tellement appris aux fondateurs à avoir confiance en eux qu'ils finissaient par devenir l'ennemi de leur propre équipe. C'est-à-dire qu'ils embauchaient des gens qui étaient dans un certain aspect culturel et l'entrepreneur, c'était l'original que personne comprend vraiment et qu'il faut protéger, quoi. Ce créatif, cette image un peu du créatif qui ne sait pas où il va. Alors qu'en fait, si votre équipe est aussi folle que vous, ça crée un cercle d'auto-alimentation, un cercle bénéfique, vertueux. Et c'est ce qu'on a voulu dire aux gens. On a voulu dire aux gens, les startups, c'est pas pour tout le monde parce que ça part du cœur. Avoir une vocation, c'est pas facile. Y a plein... moi, je le vois avec mes neveux et nièces. La différence entre mes neveux et nièces qui ont une vocation très tôt, et à quel point leur vie est simple, et ceux qui n'en ont pas et qui peuvent tout faire, c'est un malheur, en fait, de pouvoir tout faire. Parce que l'univers ne choisit rien pour toi. Tu n'as pas l'impression que tu as un calling, une vocation. Et les startups, c'est un environnement de gens qui ont une vocation. Et les vocations, on doit dire aux gens qui ont une vocation, détendez-vous, c'est normal d'être fou, c'est pas grave. En fait, ici, c'est la maison penchée, tout le monde est de travers, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Et oubliez le monde extérieur, parce que les règles du monde extérieur ne s'appliquent pas dans ce monde intérieur. Et quel est le mindset des employés qui travaillent dans une start-up? Est-ce qu'ils ont un mindset différent? Alors, je pense que déjà, la première règle pour un entrepreneur, c'est d'assumer le fait qu'on embauche toujours les gens qu'on mérite. Beaucoup de discours d'embauche sont « il faut trouver les meilleurs ». Mais les meilleurs, ça ne veut rien dire. Je me souviens de ce traumatisme que j'avais eu. Bon, c'est un de nos bons entrepreneurs, il est sympa, mais il est polytechnicien, c'est pas de sa faute. Et un jour, il vient à une conférence chez nous, puis un Américain, il vient, il dit oui, you need to hire only A player, seulement des players A. Alors lui, il écoute ça, il dit putain, des A players, écoute. Et puis après, il vient me voir, il fait putain, écoute, nous, on a décidé d'embaucher que des A players. Même mon assistante est polytechnicienne. Je dis quoi? Et il me dit ouais, on a que des polytechniciens, même le mec même la meuf qui est mon assistante, c'est une polytechnicienne. Je suis pas sûr en fait que tu aies compris ce qu'il voulait dire par A-player. En fait, les Américains, ils définissent le fait d'être le meilleur relativement. C'est l'idée que à un moment donné, vous faites votre job comme le meilleur. Donc une assistante sera la meilleure assistante. Mais les Français, quand ils entendent meilleur, ils comprennent des choses très dérivées. Diplôme, origine sociale, etc. Et ça crée en fait ce problème de traduction. Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'un entrepreneur doit assumer qu'il a besoin de recruter des gens qui sont adaptés à son entreprise. Tout le monde ne peut pas aller dans toutes les startups. Les startups sont incarnées. Et vous dites que quand vous recrutez, vous regardez pas le CV? Ouais, alors nous on regarde pas du tout le CV, parce que d'abord je sais pas lire les CV. mais nous, par exemple, nous on sait qu'on a besoin de gens qui soient très très à l'aise dans le chaos et le stress. Si vous venez à The Family, que vous êtes du genre... C'est une compétence valorisée. C'est une compétence très valorisée. Ouais. La résilience, ouais. Voilà, on envoie du lourd aujourd'hui, hein, Steve. Steve est avec nous et puis Oussama Hamar est notre invité. Oussama, vous êtes là parce que vous avez préfacé le livre de la jungle, les secrets des meilleures startups pour prendre en main ta carrière. C'est chez Dunod. Pour ceux qui verront la vidéo de l'émission, le livre apparaît sur votre écran. Je parlais avec Stéphanie Delestre qui vous a connu il y a quelques années au moment du lancement des startups et on faisait cette analyse que finalement les startups, c'est pas un univers United Color of Benetton. C'est pas tout à The Family, c'est pas vrai. Hein. Mais globalement, l'univers des startups n'incarne pas la réalité de la France pour pas aller plus loin.
Ah bah si, il l'incarne très bien. Les gens de banlieue réussissent pas, quoi. C'est vraiment aussi la réalité de la France, hein. Je veux dire, en fait, le problème, c'est que les gens sur ce sujet-là ne veulent pas affronter le dysfonctionnement du système éducatif français. Et évidemment que quand vous êtes un entrepreneur, bah vous avez besoin d'avoir des compétences, vous avez besoin d'avoir confiance en vous et vous avez besoin d'être un peu privilégié dans votre tête. C'est pas forcément un problème d'origine sociale, mais c'est aussi un problème de à quel point vous faites confiance. Et quand on voit le nombre de startups créées, que ce soit The Family ou ailleurs, on voit bien qui a le plus confiance en lui, qui est le plus privilégié culturellement. Maintenant, les entrepreneurs sont aussi l'un des rares milieux où justement votre origine ne compte pas. Donc il faut voir le sujet dans deux sens. Bien sûr qu'il y a moins de gens de la diversité, etc., que la moyenne, enfin que la minorité vient de la diversité, mais c'est l'un des rares milieux où venir de la diversité n'a pas d'impact négatif. Parce que c'est-à-dire que vous, votre nom, par exemple, c'est... Ouais, j'en suis la preuve vivante. Ouais. Personne n'a jamais tilté sur mon nom. Je pense que je suis devenu une Google Search plus courante que Ben Laden sur mon prénom dans Google France. Le mec de Google m'a dit ça. Je trouve que c'est un bel achievement, hein, avoir fait oublier. Je m'étais demandé si je devais changer de nom ou pas. Puis je m'étais dit, bon, faut arrêter les conneries. Bien sûr qu'il faut pas changer de nom. Mais le sujet. En l'occurrence, c'était le prénom, là. Oui, enfin, le prénom, oui. Mais le sujet, c'est que fondamentalement, les entrepreneurs sont singuliers et la singularité peut venir de n'importe où. Le monde des startups est un monde étrange parce que c'est un monde dans lequel malheureusement on peut pas se cacher. C'est une méritocratie horrible parce que les gens, les clients, surtout sur Internet, sont anonymes, ils s'en foutent de vous dans un point pas possible. Donc en fait, qui que vous soyez, ça compte pas vraiment pour eux. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Et la violence de l'anonymat de l'Internet peut être perturbante si vous êtes fragile. Moi, par exemple, quand je vois les commentaires sur YouTube, sur mes vidéos, mais ça me fait mourir de rire. C'est des gens qui vous connaissent. C'est-à-dire pas. Que vous les regardez ? Bien sûr, tout le monde les regarde. Non, je sais pas, il y a des gens qui se protègent et qui... Ouais, non, moi j'aime bien les regarder. Mais moi, ce qui me fait marrer là-dedans, c'est de me dire que des gens qui me connaissent pas, qui ont autre chose à faire dans la vie, ont passé 15 minutes à regarder une vidéo et commenter en disant à quel point ils sont déçus, haineux, je sais pas quoi. Et c'est toujours très étonnant pour moi, parce que moi déjà j'arrive pas à avoir 5 minutes dans ma journée, alors je me dis mais comment ils font ces gens ? Mais évidemment quand vous êtes, par exemple, on a quelqu'un dans notre équipe là, qui a fait sa première vidéo YouTube, il a eu plein de mauvais commentaires, il est catastrophé, il est resté 2 jours chez lui, il s'est dit plus jamais de ma vie je vais sortir. Mais ça c'est très inégalitaire, si vous êtes sensible à la critique ou pas. Moi j'ai grandi gros, alors ça m'a habitué en fait. Enfin, vous avez grossi gros. Oui, mais bon, justement, j'ai grandi gros, tu vois. Mais vous l'avez toujours été. Ouais. Que non, mais c'est vrai, ça change beaucoup les choses. Ouais, il y en a qui étaient minces et qui sont devenus très gros. Vrai, exactement. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Habitué à ce... ouais. Et donc, résultat, moi, j'ai jamais trop souffert de ces trucs-là. Mais et donc, la formule magique, elle est vraiment d'oublier les autres. La formule magique, c'est simplement d'avoir un critère assez objectivable du succès. Il y a des gens, je sais pas, ils aiment l'argent, donc c'est combien d'argent ils gagnent. Il y a des gens, je sais pas, ils veulent des utilisateurs, de la fame, c'est combien ils ont de vues sur YouTube. Mais peu importe, choisir quelque chose d'objectivable et oublier tout le reste. Ça monte, ça va bien, c'est flat, il faut changer quelque chose. Mais vous, c'est quoi ? Moi, c'est l'argent. Moi, j'ai toujours eu un grand goût de l'argent. D'ailleurs, j'ai toujours aimé le dépenser, donc j'en ai jamais eu assez. Et ce qui rend la vie facile, en fait, hein, parce qu'en fait, tous les mois, je me dis, bon, bah, on a gagné plus d'argent que le mois précédent, c'est cool. Et puis, si on n'en a pas gagné plus, bah, ça m'énerve. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on en gagne plus ? Ça rend, en fait, ça rend la vie beaucoup plus simple, en fait. Il y a des gens qui me disent, oui, faut changer la France. Je dis, oh putain, l'angoisse, quoi. Qui peut vouloir changer un pays tout seul ? Il y a des gens qui disent, il faut aider les autres. Je trouve ça vachement angoissant, moi, d'aider les autres. Après, je pense qu'à The Family, on a plein d'impact sur les gens, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de créer quelque chose de sustainable, de sain, qui nous rende heureux. Et si nous, on est heureux, peut-être que les autres le seront aussi. Alors, comment est-ce qu'un groupe d'amis, on peut créer Google ? Et pourquoi, avec un groupe d'amis, on peut pas changer la France ? C'est quoi la différence ? Parce que le but, c'est quand on crée Google, on veut pas créer Google. Les gens qui créent Google, ils n'ont pas voulu créer Google. D'ailleurs, les mecs qui ont créé Google, ils ont voulu vendre à Yahoo pour $1 million et Yahoo a refusé et donc ils ont dit on va le faire nous-mêmes.
Il faut arrêter d'imaginer que les gens créent ce genre d'empire comme une vision. Ils ne sont pas assis en disant on va être les maîtres du monde. Non, ils sont devenus les maîtres du monde un peu par hasard. Ils ont juste chaque semaine essayé de faire mieux. Et c'est la différence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit groupe de gens qui peut changer la France. Peut-être que The Family aura créé tellement de grandes boîtes que ça changera la France. Mais ça ne peut pas être l'objectif. Si c'est votre objectif, ça devient complètement indéfinissable. Il n'y a pas une KPI qui veut dire changer la France. Et comme c'est indéfinissable, une KPI, c'est-à-dire une unité de mesure qui permet de mesurer le résultat. Chiffre d'affaires, c'est une KPI. Nombre d'utilisateurs, c'est une KPI. Et donc, comme il n'y a pas une KPI changer la France, vous passez votre temps à jamais savoir si vous progressez ou pas. Et c'est vrai que c'est hyper pertinent ce qu'il dit. Parce que, par exemple, beaucoup de gens... Attendez, en général, ça part bien. Ouais. Et après, vous allez voir. Non, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit depuis le début, mais, mais là, il y avait une info pour moi vraiment capitale dans le livre. Beaucoup de gens disent... déjà, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là, c'est les lois de l'attraction. Mais c'est pas de l'attraction, c'est la traction. Déjà, c'est joliment dit. Et en fait, beaucoup de gens parlent de croissance. Mais c'est pas objectivable, comme il dit. Et là, on a... OK, c'est quoi la croissance? Là, il te dit... Il y a eCombinator qui situe ça entre 5 et 7% par semaine. Ça fait 1164% de croissance par an. Donc quelqu'un te dit ouais, de la croissance, je fais de la croissance et tout. On est une start-up, c'est quoi une start-up? Ça fait de la croissance. Et la croissance, c'est quoi? C'est 1164% de croissance par an. Ça peut être dans les users, ça peut être au niveau du cash flow, ça peut être au niveau... Mais là, c'est concret en fait. Et moi, j'aime bien ces indicateurs-là et je trouve ça précis et c'est une information capitale. Voilà Steve, aujourd'hui nous avons une masterclass particulière puisqu'Oussama Hamar est avec nous à l'occasion de la publication d'un livre. Bon, comme il est feignant puisqu'il l'a dit, il l'a juste préfacé ce livre. Ça s'appelle donc Le livre de la jungle, les secrets des meilleures startups pour prendre en main ta carrière chez Dunode. Un livre que vous aviez prévendu, donc vous n'aviez pas d'autre choix que de l'écrire, donc de toute façon... Ouais, on aime bien faire ça. Ouais, Steve, c'est un conseil pour le prochain livre, il faut d'abord le prévendre. Fake it until you make it. 613 exemplaires, je crois, c'était quelque chose en prévente ouais, je crois. 1000. Ouais, voilà. Tu vois. Et c'est les élèves qui l'ont mis en prévente, de la petite histoire. Et il a l'idée, les élèves le mettent en prévente, ils disent maintenant qu'il est prévendu, les gars, faut le produire, quoi. Et moi, j'adore, c'est hacker mindset. Parler de Madame Colombo là, parce que vous parlez beaucoup de votre femme dans vos vidéos. Je voulais savoir si c'est votre médecin et est-ce que vous êtes son coach? Alors c'est la petite blague que j'arrête pas de faire, c'est que je suis son pire patient et c'est ma pire entrepreneur. Je pense que l'univers nous a voulu nous donner une leçon d'humilité en nous faisant vivre avec quelqu'un d'incoachable. Alors moi je n'écoute aucun de ses conseils médicaux, elle n'en peut plus. Elle arrête pas de me dire mais qu'est-ce que les gens vont croire de mon image? Tu veux pas perdre un peu de poids pour juste ma crédibilité. Et moi, j'arrête pas de lui dire, mais tu veux pas faire une vraie start-up juste pour ma crédibilité. Non, votre femme, elle préfère faire du social, elle. Ouais, elle aime bien truc. Mais ça, la vérité, c'est qu'elle est en train de devenir une meilleure entrepreneur que moi, je deviens un meilleur patient. Donc, ça va créer une petite compétition. Peut-être que je vais finir par écouter ses conseils. Mais c'est formidable d'être avec quelqu'un qui est à la fois très haut niveau dans son domaine, mais qui n'est pas non plus tout à fait votre domaine. Ça crée un couple. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et je suis très heureux. Chaque jour est un bonheur supplémentaire. Il y a des gens, ils aiment faire du sport tout seuls. Ils courent autour du parc, ils sont disciplinés, ils prennent leur montre et tous les jours, ils font une meilleure performance que la veille. Il y a des gens, ils ont besoin d'un coach qui vient les chercher chez eux, ils se cachent dans le placard. Le coach les trouve quand même dans le placard, il les traîne jusqu'à la salle de sport et pendant tout le chemin, ils râlent. Il y a des gens, ils aiment faire ça en club, ils dansent de la Zumba en club et ils sont heureux d'être avec des gens. Et en fait, toutes ces formes de sport, il y a des dizaines et des dizaines de sports différents et des façons de faire du sport. De la même façon, il y a des dizaines et des dizaines de façons d'apprendre. Alors l'offre n'est pas encore aussi développée. Vous verrez que dans les 20 prochaines années, il y aura autant de boîtes pour apprendre des choses aux gens qu'il y a de clubs de sport. Et ce sera comme les clubs de sport, bientôt il y aura des trucs où on fera de la musique, on dansera et on apprendra des maths en même temps. Je le vois bien venir ce truc-là. Mais en attendant, il faut trouver qui on est et il faut trouver la façon. Alors moi j'ai toujours été, pour le coup, autant il faut venir me chercher dans un placard pour faire du sport. Mais par contre, pour apprendre, j'ai toujours été ce mec très discipliné
est capable de geeker sur un sujet très profondément. Donc j'ai jamais eu de problème de temps. Et aussi, parce que le temps, c'est quand vous êtes entrepreneur, la discipline du temps, c'est une discipline de priorité. Quand les gens disent j'ai pas le temps de faire quelque chose, c'est qu'en fait ils ont pas le temps de prioriser. On a toujours le temps, on crée du temps. Faut juste apprendre à dire non à tout, quoi. Enfin, c'est cette discipline qui est hyper importante pour réussir. Il faut avoir cette énergie de dire bon bah moi ce matin j'ai envie de faire ça, je vais pas faire autre chose, quoi. Dans le livre, ça revient souvent, en fait, cet état d'esprit. D'ailleurs, il y a Booba, le rappeur, qui est cité avec la piraterie. Il a assez bien résumé avec la piraterie. Et on revoit ça, en fait, lui, il appelle ça la piraterie. Dans un autre endroit, on appelle ça le hacker mindset. Seth Godin, il va appeler ça briser le statu quo. En quoi c'est vraiment important et comment on peut faire vraiment un rappel profitable à tous? En quoi c'est important d'essayer de sortir de ce sentier battu, d'essayer de changer les règles, de bouleverser l'équilibre, de changer les points d'équilibre, etc. Je sais pas si c'est important, je sais que c'est possible. Si tu dis que c'est important, ça donne un peu le côté tout le monde doit le faire. Si on était tous des rebelles, personne serait un rebelle. Il faut aussi célébrer le conformisme du monde, ce qui laisse la possibilité à certains d'être rebelles. Quand tu es conformiste, tu payes l'absence d'originalité, tu gagnes la protection. Quand tu es rebelle, tu gagnes l'enthousiasme, l'énergie, l'adrénaline, tu perds la sécurité. Bon, bah, il faut toujours payer. Et dans la vie, on paye toujours tu vois, ce qu'on met. Tu veux te rebeller, bah, le système va se défendre, va se braquer et se défendre contre toi. Mais après, il faut choisir ta position. Alors, ce qui est sûr, c'est que créer une start-up, c'est forcément du côté des rebelles. Pourquoi ? Parce que faire émerger une start-up, c'est faire émerger quelque chose de nouveau. Et le nouveau a besoin de se faire de la place par rapport à l'ancien. Cette idée de l'harmonie, de genre, on va tous être ensemble, on va faire de la collaboration, grand groupe, start-up. Voilà, ça ne marche pas dans les startups parce qu'en fait, si le monde est d'une certaine façon, c'est que des gens ont intérêt à ce qu'il soit comme ça. Et toi, en tant qu'entrepreneur, bah, tu as un intérêt contraire et donc bah, ça se fight, quoi. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Mais il n'y a rien de personnel là-dedans. D'ailleurs, nous, on en prend souvent plein la gueule. Les gens me disent mais toujours, mais est-ce que tu es énervé, machin? Pourquoi? Moi, ça fait des années que je tape sur tout le monde sur YouTube. Je trouve qu'ils ont mis du temps à répondre, quoi. Donc c'est normal. Enfin, c'est pas, tu peux pas passer ton temps à tabasser des gens et les gens te disent merci. Bah non. Et à un moment, ils en ont marre. Ils disent ah. Mais qu'est-ce qui vous énerve en fait? Qu'est-ce qui pourrait vous énerver, là, vous faire sortir de vos goûts? Moi, il y a deux choses qui m'énervent. La première, c'est le manque d'imagination. Quand les gens disent ah bah c'est comme ça, pourquoi ce serait autrement? Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est terrible, le manque d'imagination, c'est vraiment la mort, la petite mort. Et la deuxième chose, c'est l'abus d'autorité. Ça, c'est un truc, je deviens fou avec ces histoires-là. Et comment ça fait quand vous devenez fou? Moi, quand je deviens fou. Je vais voir là. Ça va être dur parce que vous êtes très sympa, mais je sais pas. Attendez, je peux faire preuve d'autorité. Enfin, je crois que Steve fait ça mieux que moi pour l'autorité, Steve. Merci, non, mais je deviens de très mauvaise foi, très agressif, très noir. Ah, ça me rappelle quelqu'un, ça. Voilà, ça me rappelle quelqu'un. J'ai la mâchoire qui se tend. Voilà, ça me rappelle quelqu'un qui part des formations quand le formateur est trop comme ça. Et quelle est la bonne définition du mot start-up pour vous? J'aime bien celle qu'on met dans le livre de la jungle. Parce qu'effectivement, dans le livre, vous tenez à préciser et à démythifier un certain nombre de choses sur les startups. Et c'est ça, c'est important. Pour nous, une startup, c'est une société en croissance qui a un business model répétable, profitable et scalable. Répétable, c'est-à-dire que vous pouvez le répéter dans plusieurs pays et vous n'avez pas besoin de trop l'adapter. Alors scalable pour tout le monde? Alors profitable, c'est que ça fait de l'argent, et scalable, ça veut dire que vous avez des coûts variables qui sont décroissants. C'est ça la meilleure définition de la scalabilité. C'est que à chaque fois que vous avez un nouveau client, il vous coûte moins cher à servir que le client précédent. Mais il faut pouvoir le servir. Mais il faut pouvoir le servir, bien sûr. Alors il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, j'aime bien les punchlines, mais j'aime bien aussi les phrases un peu, voilà. Et ça dit: en France, la sécurité de l'emploi empêche les gens de se mettre en mouvement. Dans beaucoup de cas, des cadres parisiens bardés de diplômes se comportent comme des ouvriers textiles dans la Creuse, avec la peur de perdre leur emploi et de ne pas en retrouver. Et j'ai dû m'arrêter de lire et j'ai eu un fou rire. Le beurre s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit... Ah, toi aussi t'as rigolé, Steve. C'est marrant parce que c'est une phrase que je répète tout le temps dans mon équipe. Humour d'entrepreneur. Non, c'est pas de l'humour d'entrepreneur, c'est prenons la réalité en face de ce pays. Dans ce pays, les gens se comportent tous comme si l'emploi était quelque chose d'universel. L'emploi, c'est inégalitaire. Faut arrêter.
C'est comme la beauté, c'est comme la taille. Il y a plein de choses inégalitaires dans la vie. On vit bien avec. Mais en France, dès qu'on dit aux gens que les chances d'accès à l'emploi sont inégalitaires, les gens hurlent. Quand vous êtes dans une sécurité économique, vous êtes un cadre barré de diplôme, vous vivez dans une métropole, vous êtes favorisé, vous n'avez pas de problème, vous comportez comme un ouvrier de textile dans les Vosges, c'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment ne pas respecter tout ce que la société vous a donné. C'est ne pas respecter. Moi, je déteste les gens qui ne respectent pas leurs privilèges. Les privilèges sont une réalité, il faut arrêter. Évidemment que moi, j'étais très privilégié d'avoir la mère que j'ai. Ma mère, elle est incroyable. Alors, votre mère, elle faisait des ménages, il faut expliquer. Elle avait 2 ou 3 jobs. Elle avait 2 ou 3 jobs, mais elle m'a jamais fait ressentir ça. D'ailleurs, un jour, dans une interview, j'ai dit que ma mère était femme de ménage. Elle m'a tué. Elle m'a dit non, moi, j'étais une femme qui fait des ménages. Je n'étais pas une femme de ménage. C'est pour montrer l'état d'esprit de ma mère. Vous racontez l'histoire du patron aussi. Ouais. Chez le vieux, mais qui vous a beaucoup appris. Ouais, ma mère faisait des ménages chez un type qui avait besoin d'un site internet, et c'est comme ça que j'ai fait mon premier site internet, d'ailleurs. Et en fait, le sujet derrière ça, c'est de dire, quand on est privilégié, il faut pas en avoir honte, il faut le respecter, et il faut utiliser ce privilège. Et quand vous commencez à avoir la même rigidité que des gens qui sont réellement, eux, dans des insécurités économiques, vous êtes ouvrier de textile dans les Vosges, vous perdez votre emploi, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, le fait d'avoir les mêmes lois pour traiter les cadres et les ouvriers crée une situation où on ne peut jamais prendre réellement soin des ouvriers. Et c'est terrible parce que ces gens-là renvoient une image, quand je vois des gens qui sont dans des situations qui sont quand même très favorisées venir vous expliquer que la vie est compliquée, plus aussi simple qu'avant, ils ne peuvent pas acheter d'appart, c'est terrible. Je me dis, mais t'as qu'à aller vivre ailleurs. Enfin, c'est quoi ce sujet ? L'immobilier, c'est cher parce que les métropoles sont demandées, point. Enfin, Alors, je répète souvent la phrase de Oscar Wilde, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Je l'ai vu dans le livre. Et puis, il y a exprime-toi à travers ton travail. En fait, en filigrane, ça revient plein de fois, en fait. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous c'est quoi la question, là ? Alors, j'en ai une. Si t'as pas de question, Steve, s'il n'y a pas de question, j'en ai une. Tout le monde adopte les codes de coup d'État aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique qu'avec le temps, vous allez toujours garder une longueur d'avance ? Alors ça... Parce que là, je passe chez le psy. Là, tu viens de créer une angoisse chez moi. Mais tu viens de pointer le problème. Manger. Le problème, on a des dates, on va vous servir à manger. C'est le problème le plus grave qu'on ait. Tout à l'heure, je disais que je déteste que les gens écoutent, mais le pire, c'est de dire des choses que les gens trouvent sympas. Et s'approprient, parce qu'aujourd'hui, on finit par tous dire la même chose, mais parce qu'on les a chopés sur des vidéos. Ouais, bien sûr. C'est vraiment le... C'est la plus grande tension. Après, ça fait longtemps que j'ai compris qu'un jour je serai has-been. Je le sais. Maintenant, je vais essayer de travailler pour que ce soit le plus tard possible. Mais il y aura un jour... Et j'espère y trouver du plaisir. J'espère qu'un jour, un type dira « Ah, c'est qui ce vieux con là ? Ça fait 30 ans qu'il nous fait chier avec ses startups. » J'espère y trouver J'espère avoir la sagesse ce jour-là d'y trouver un plaisir esthétique en me disant « Bon, bah, c'est quand même une forme d'achievement d'être un has-been. » Mais ça me terrorise. Et en fait, c'est aussi une drogue, le nouveau. Nous, on est des drogués de ça, on a des défauts. Le pire défaut qu'on ait, cette espèce de... Alice, en plus, elle est pire que moi. C'est un truc... Donc c'est votre associé, c'est mon Alice, associé, parce qu'il faut expliquer aux gens. Là. Donc Alice, c'est ma cofondatrice, et on partage ce truc terrible. C'est qu'on n'arrive jamais à faire 2 fois la même chose. On fait un truc, on dit... Ouais, bah c'est bon, c'est fait, allez, autre chose, quoi. Et les gens autour de nous, ils sont dans des angoisses, ils disent, mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça que vous dites, ou vous avez un code entre vous, vous dites done, it's over ou Non, on dit comme ça. C'est fait, ouais. Désolé. On utilise des mots anglais que quand ils n'existent pas en français. Mais c'est comme ça qu'une langue évolue d'ailleurs. Mais voilà, donc, non, c'est terrible. La quête du nouveau et le besoin de se renouveler. Il y a ce film Ted qui me fait trop rire avec la peluche qui parle. Et la première scène, vous savez, il dit voilà, je suis apparu, tout le monde machin. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à faire chier tout le monde. Et là, il est dans la rue, il dit hey, salut. Et puis le mec dit ouais, salut. Et donc même une peluche qui parle, ça a fini. On va tous finir en Ted. On va tous être la peluche qui parle dont tout le monde s'en fout. Steve. Le livre de la jungle, je le recommande à tout le monde. Préface d'Oussama Ammar, les secrets des meilleures startups pour prendre en main ta carrière. Et puis beaucoup d'études de cas, beaucoup de punchlines, beaucoup de techniques. Je recommande. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.